Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Constance. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre donc, avec Constance Debré pour évoquer son dernier livre, Offense, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors très rapidement, Constance Debré s'est imposée en 3 livres seulement, Playboy, Love Me Tender et Non, comme une voix importante de la littérature française, une voix qui tranche dans tous les sens du terme. Avec Offense, Constance Debré quitte les rives de l'autofiction pour s'emparer d'un fait divers qu'on peut résumer en quelques mots. Un jeune homme de 19 ans tue une vieille dame, sa voisine, pour lui voler de l'argent, 450 € et rembourser une dette qu'il a auprès d'un dealer. On est quasiment dans Crime et Châtiment, puisque dans le roman de Dostoïevski, le jeune étudiant fauché Raskolnikov tue une vieille dame avec une hache. Là, dans ton livre, c'est avec un couteau de cuisine. Mais surtout, chez Constance Debré, contrairement à Dostoïevski, le propos est resserré sur une centaine de pages pour vraiment aller à l'essentiel, au cœur des ténèbres, et pour perturber aussi notre perception parfois un peu confortable du bien et du mal. Alors, on va commencer cette rencontre par une lecture. Constance va nous lire le début de son livre, et la rencontre sera suivie d'une signature. Merci. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais bon. Vous marchez sur nous. Je ne sais pas si vous savez. Non, je crois que c'est quelque chose que vous avez oublié. Vous vivez de nous. Nous sommes le prix de ce que vous êtes. Vous ne vous posez pas la question. Vous savez bien pourtant que toute chose a un prix, que c'est comme ça que marche le monde. L'appartement est situé 2e étage, porte gauche. C'est un logement de type F3. La chambre et le débarras donnent sur le parking et la rue, les autres pièces sur l'arrière de l'immeuble. La chambre est encombrée de vêtements, d'objets, de vieux papiers. Le volet en PVC blanc est à moitié déroulé. Le lit est fait, la couverture repliée au bout du lit. Dans la pièce d'à côté, qui fait usage de débarras, sont entassés des sacs, des valises, des cartons vides. La cuisine est équipée d'une gazinière, d'un congélateur posé sur le frigo, d'une table en formica. Il y a une tasse et une casserole dans l'évier. Des sacs en plastique pendent à une patère scotchée au mur. Dans la salle de bain, des seaux débordent de linge. Tout est marron dans le salon, le linoléum du sol, le papier peint des murs, le contreplaqué des meubles. Un marron vieilli, rendu encore plus marron par le temps, qui paraît avaler les autres couleurs. Sur le buffet, des photos en noir et blanc, un homme en uniforme, calot et fourragère à l'épaule, une femme, des enfants devant des maisons, une tasse retournée, 2 chats en porcelaine, des cartes postales, des roses artificielles roses. À droite de ce buffet, un fauteuil, sur le fauteuil des vêtements. La table est au milieu de la pièce, elle est recouverte d'une toile cirée à motifs bleus et jaunes et d'un set de table en plastique rouge. Elle est pleine d'objets, des papiers, des journaux, un magazine de mots croisés, une bouteille d'eau minérale, des boîtes de médicaments, une télécommande, un verre, un étui de carte bancaire Crédit Lyonnais, des coupons de réduction hypermarché, la carte de visite d'un rhumatologue mentionnant 2 rendez-vous sans précision de mois ou d'année, mercredi 22, vendredi 24. Une masse de revues publicitaires jonche le sol, parmi elles un magazine pornographique daté. Les prix sont en francs, une chaise est renversée. Elle est par terre, à gauche de la table, sur le dos, jambes écartées, coude au sol, mains sur la poitrine. Les yeux sont mi-clos, la bouche est ouverte, la langue est noire. Elle porte une robe de chambre rose et une chemise de nuit blanche à fleurs. Son pied droit est chaussé d'une pantoufle, la seconde a glissé sous le buffet. La robe de chambre est boutonnée jusqu'au nombril. La chemise de nuit remonte jusqu'à la taille. Elle porte une couche de vieille, elle est vieille. Le haut du corps, de la tête aux épaules, baigne dans une flaque de sang, dans une mare de sang. Du sang noir, coagulé, visqueux, étendu largement sur le linoléum. Une plaie béante va de la base du cou à la joue droite. Son oreille droite est équipée d'un appareil auditif. Un filet de sang sort de la bouche, se scinde sur la joue gauche en 2 branches, l'une vers l'oreille, l'autre vers le cuir chevelu. La joue droite est entièrement recouverte de sang. Elle a d'autres blessures, moins profondes, sur le cou, le crâne, les mains, le torse, le ventre. Elle a 10 plaies en tout. En termes techniques, la mort résulte d'un traumatisme cervical droit par arme blanche avec hémorragie extériorisée sur plaie de la veine jugulaire droite et plaie du larynx. Tout est abîmé. Tout est abîmé dès la naissance. Ensuite, ça ne fait qu'empirer. Les choses, les êtres, tout est laid. Il faut que vous le sachiez.
Il faut que vous le sachiez si vous avez oublié. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme préexistant. Comme quelque chose qui tombe sur tout. Sur le paysage, les rues, les objets, les phrases, les vivants, les morts. Peut-être que laid n'est pas le bon mot. Peut-être que le bon mot est inutile, absurde, grotesque, atroce. Quelque chose qui serait atroce mais qui n'est même pas à cause du dérisoire. Quelque chose qui serait inutile si ce n'était pas atroce. Grotesque, oui peut-être, parce qu'au fond on pourrait rire. Mais on s'économise sur les sentiments, les phrases, les mots. On supporte, mais on finit par devenir comme les murs qui se déglinguent, comme les parcs à chiens qui puent. Même nos corps sont pourris, contrefaits de naissance. Moi, c'est les reins et les oreilles. J'ai été soignée un peu, opérée 3 fois des tympans. C'était prévu aussi pour les reins, maintenant je ne sais pas. Pour les dents qui manquent, on verra. De toute façon, c'est comme ça. Ma mère aussi, c'est les reins. Et puis l'âme. Elle est sous médicaments. Je ne l'ai pas connue sans. La dépression, elle dit. Elle n'a pas pu s'occuper de nous. Mes frères et sœurs ont été placés. Moi aussi, j'ai failli. J'aurais bien aimé. Mon père, c'est le cœur. Il n'est pas si vieux, pourtant. Peut-être que c'est son boulot d'éboueur qui l'a usé, ou bien l'alcool. Le corps de la vieille non plus n'était pas joli à voir. Peut-être que c'est la bouffe. Peut-être que c'est toute la laideur autour qui finit par nous rentrer dans le corps. Vous ne tuerez point, nous si. Donc on vient d'entendre les premières pages du livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse justement de ce livre, de ce qui est à l'origine de ton envie ou de ton besoin d'écrire cette histoire ? Oui, alors je ne m'en ai jamais posé la question comme ça. Je sais pas. D'abord, la première chose, c'est que dans mes lectures, mes premières lectures importantes, je sais pas, les lectures qu'on fait entre 15 et 18 ans, oui, j'ai beaucoup lu, comme beaucoup d'adolescents, je pense, Dostoïevski ou Conrad, enfin ce genre de livres-là. Et puis j'étais très marquée, il n'y a pas d'histoire de meurtre, mais c'est quand même une vision du monde. Enfin, il me semblait retrouver chez Pascal une vision du monde qui me paraissait juste. Donc j'avais ça en tête. Et puis quand je suis devenue avocat et que je suis devenue avocat pénaliste pour voir ces choses-là, tout simplement, je crois. Et puis être avocat autrement. Oui, j'ai retrouvé cette question de la violence, cette question de la violence dans un monde qui est extrêmement notre monde qui est quand même assez policé, où tout a l'air bien alors que rien ne va bien, ce qui moi je trouve très angoissant. Alors que quand la violence sort, voilà, quand elle est à voir, je trouve ça plus... Voilà, je voulais voir ça. Je l'ai vu, mais je sais pas, disons que c'est pas venu de mon expérience d'avocat. Je pense que quand j'étais avocat, j'avais l'impression de voir quelque chose qui était là, déjà préexistant, et qui m'intéresse, je pense qui intéresse tout le monde, enfin, qui parle de l'homme, en fait. Voilà, qui parle de l'homme, de la société aussi, bien sûr, de beaucoup de choses, mais aussi de quelque chose de très profond en nous. Donc voilà, et donc écrivant moi-même, j'ai eu envie de revenir à ces questions-là, et en plus avec ce que j'avais vu comme avocat, j'avais des éléments de réel, disons, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, donc c'était plus... Voilà. Oui, tu parles de ton métier d'avocat. On pense souvent, quand on pense avocat, plaidoirie, on pense aux effets de manche, enfin une espèce de rhétorique comme ça très travaillée, très sophistiquée. Ton style, lui, il est, on l'a entendu, très élagué, épuré, dénudé, anti-spectaculaire. D'ailleurs, à un moment dans le livre, il est question de la folie de la parole, de ce trop-plein de paroles. Toi, vraiment, tu épures au maximum. Comment tu travailles cette langue ? Il y a même tout un travail aussi sur les virgules. Parfois, tu les fais carrément sauter. Comment tu travailles cette écriture et en quoi c'est celle qui est appropriée justement à ton propos dans ce livre ? Alors, avant de te répondre, je voudrais... je sais que c'est pas le propos, peut-être, je sais pas si ça vous...
Mais pour moi, finalement, je veux juste dire un truc justement de la langue des avocats. Parce que c'est pas justement des effets de manche. Et il me semble que c'est un peu la même chose que, par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on dit. On dit parfois c'est bien écrit. Parfois, quand on me dit ça, ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est comme on dirait d'un avocat. Oh, quelle belle plaidoirie. Bon. Et je pense que dans les deux cas, il s'agit d'essayer avec sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière d'écrire, d'essayer toujours de dire la vérité. L'avocat ne ment pas, et je crois que l'écrivain non plus. Il peut se tromper, il peut être vaniteux, il y a plein de défauts possibles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de saint, mais... Et donc voilà, je crois que on sent quelque chose qu'il faut arriver à saisir, ou que je sens quelque chose que j'essaye de saisir par une langue que je veux la plus, comment dire, elle doit être mate. Je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'elle doit pas être, on doit, à mon sens, pas voir la langue, on doit voir ce que j'essaye de faire sentir. Qui est même pas... ça dépend, mais parfois ce sont les faits eux-mêmes, parfois c'est... là, il y a une sorte d'accumulation dans le passage que je vous ai lu, l'accumulation d'objets de cet appartement, enfin, mais c'est quelque chose de très... presque, enfin voilà, policier et froid. Et le cadavre est presque un objet parmi les objets, finalement. Il arrive. Oui, parce que, en l'occurrence, c'est ce grand mystère de la mort. Enfin voilà, c'est que le corps, le vivant de l'être devient un objet. Donc je l'ai posé, comme ça. Et puis il y a quelque chose de très matériel aussi dans ton écriture, une attention aux choses. Tu dis d'ailleurs, on vit dans un monde de choses. Enfin, en tout cas, tu l'écris. Bah oui, je crois que c'est un des mystères. Après, c'est le moins toujours. J'aime qu'il y ait le moins de mots possible, le moins d'adjectifs. Et je pense que on doit arriver à tout éprouver, parce que je crois que c'est comme ça que les choses se passent en fait. Quand on traverse nos journées, on est finalement, c'est une accumulation de choses qui voilà, qu'on voit. Donc, j'essaye de les poser avec les mots pour que la violence du réel arrive avec ce que le réel n'a de purement matériel, et froid. Et là, ça, on le ressent effectivement très bien en te lisant. Je disais dans la présentation que tu avais quitté les rives de l'autofiction. Pour autant, il y a un jeu, il y a même plusieurs jeux, JE, dans ce livre. Il y a celui du criminel, enfin du jeune homme qui a commis ce meurtre, qui s'adresse parfois directement, en tout cas à vous, au lecteur. Et puis, il y a un jeu qui intervient parfois, qui est celui du narrateur, narratrice, qui est peut-être aussi celui de l'auteur ou l'autrice. Et en fait... Est-ce que pour toi, c'était si différent que ça, d'écrire ce livre, que d'écrire de l'autofiction? Est-ce que finalement, c'est toujours dire je, c'est toujours parler pour l'autre aussi? Non, c'était pas très différent, parce que le jeu de l'autofiction, en fait, est beaucoup plus étranger. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile, parce que... Là, c'est très étrange, le jeu de l'autofiction. C'est pas du tout naturel et spontané. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Et là, je me posais... finalement, les choses sont venues assez naturellement, et j'ai commencé à écrire... à parler du personnage principal, donc ce jeune homme qui tue... j'ai commencé à parler de lui à la troisième personne, et puis évidemment, pour dire certaines choses, il n'y avait que le jeu en fait possible, parce que quand on éprouve, c'est à la première personne,
Et que quand on éprouve certaines choses, je ne raconte pas des choses comme ça pour raconter, enfin, c'est aucun intérêt. C'est parce que tout à coup, et c'est pour ça évidemment que je raconte cette histoire, c'est que quand je lis, à 17 ans ou plus tard, je lis, mais comme nous tous, je sais pas, l'histoire de Raskolnikov ou Camus, l'étranger, enfin, il y en a tous ces livres, ou quand je me retrouve dans une salle d'audience à côté d'un type qui est accusé, tout à coup, on est ce type-là. Voilà. Un homme qui est jugé par la communauté des hommes, on est, il me semble, immédiatement lui. Je dis on parce que je pense que ça, c'est un mouvement absolument naturel. Voilà. On est celui qui est accusé. Et puis, par ailleurs, on se pose tous cette question, et je crois qu'on se la pose depuis l'enfance, en tout cas c'est mon cas, mais je suis sûre que je ne suis pas seule sur Terre, la question de celui qui tue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi je peux faire ça? C'est quand même une grande interrogation, je crois. Donc voilà, donc si je prends cette histoire-là, c'est aussi pour tout ça, et que évidemment qu'à un moment je vais mettre la première personne parce que les sentiments forts qu'on éprouve quand on ne peuvent être dits qu'à la première personne, et que, par ailleurs, la première personne a toujours une force incroyable. Enfin, ça, c'est un truc de lecteur. On ouvre n'importe quel livre, il y a du jeu. Oui, là, on s'identifie. Parce que, finalement, c'est la seule chose qu'on connaît, le jeu. Le jeu, on vit avec le jeu toute la journée. Donc le jeu, c'est ça. Le jeu, en fait, c'est ce qui fait qu'on est une humanité. Et ça, c'est quand même le cœur du propos, en tout cas, de ce livre. C'est justement cette idée de l'identification à ce criminel. Parce que tu dis, là, il y a une identification immédiate. Forcément, on se met à la place de l'accusé. Mais en même temps, dans le livre, il y a aussi l'idée que c'est très rassurant qu'il y ait un coupable qui va porter les fautes pour le reste. Et nous, ça nous rassure dans notre bien-être, dans notre prétendu... Enfin, je dis nous. Il y a toute cette question quand même de qui est nous, qui est eux. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait presque une dimension marxiste dans ton livre. Je voudrais juste lire un passage. Tu écris « On vit dans un monde vertical, vous ne voyez pas, un monde fait de mondes, non à côté les uns des autres, mais disposés de façon concentrique et superposée, un peu comme les représentations de l'univers au Moyen-Âge, un peu comme les cercles de Dante. » Et en gros, ce que tu décris aussi dans ce livre, c'est le monde dans lequel vit et évolue le jeune homme. Un monde... il vit dans une banlieue, dans un petit appartement. Il est même, tu dis, c'est un prolétaire du narcotrafic parce qu'il n'est même pas un vrai dealer. C'est le cercle du dessous, en fait. Donc il y a toute cette réflexion sur ces mondes qui ne se côtoient pas, finalement, le monde du dessous, le monde du dessus, et comme s'il y avait une prédestination aussi, presque un déterminisme pour ce jeune homme, du fait du milieu dont il vient, d'arriver à la case prison. Alors, là où les gens du cercle du dessus, eux, n'iront jamais en prison. L'histoire est d'une banalité totale. C'est-à-dire, tous ceux qui connaissent un peu le monde judiciaire savent que c'est tellement banal qu'on peut penser que je l'ai inventé et que j'ai enlevé toutes les singularités du dossier, comme on dit. Voilà, c'est un truc comme ça. Alors, éventuellement sans meurtre, il y en a. Vous allez aux comparaisons immédiates. Et ça va être que ça. Pas des meurtres, c'est des bagarres, des machins, mais c'est d'une banalité totale. Alors, il y a beaucoup de choses, mais oui, je ne sais pas, quand on parle de droit ou de l'interdiction de tuer, on a le sentiment que, comme ça... il y a des choses qui sont mal, et donc quand on fait ces choses qui sont très très mal, les petites choses mal qui sont autorisées, voilà, mais les choses très très mal, on va en prison. Bon. En fait, et curieusement, en fait, c'est quand même assez clair dès qu'on s'approche de tout ça que les seules personnes qui vont en prison, en gros, c'est des pauvres. Voilà, Donc, il y a un effet sociologique. Vous allez dans une salle d'audience, vous voyez des gens qui sont d'un certain monde.
en gros, une forme de bourgeoisie moyenne qui va juger des gens qui ne sont pas dans ce monde-là. Alors bien sûr, il y a des petites exceptions, mais c'est quand même très résiduel. Donc on ne peut pas... Ça, avec la question du mal, ben non, ça ne colle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en dessous seraient plus... commettraient plus facilement le mal que les autres. C'est faux. Ce qui me gêne dans cette idée-là, c'est deux choses. C'est l'idée de penser que ceux qui seraient en dessous commettraient plus le mal que ceux de dessus, mais ça voudrait dire que ceux d'au-dessus, enfin de cette zone qu'on habite, nous, là, seraient meilleurs, en fait. Voilà. Et c'est pas vrai. Donc il fallait quand même rappeler cette chose, parce qu'en fait, elle paraît... non, enfin, je veux dire, elle a été dite, hein, c'est pas un scoop normalement, mais elle me paraît quand même oubliée. Pardon de rappeler une anecdote, c'est totalement... c'est pas très passionnant, mais quand j'étais avocat, j'étais très, très frappée par le fait que régulièrement, on me demandait « mais comment peux-tu les défendre ?» C'est le lait qui te choquait? C'est-à-dire, c'est comment est-ce que... Oui, et puis de vraiment avoir le sentiment que c'est des... Je sais pas. Je sais pas. C'était très, très, très choquant, je trouve. Donc, il faut rappeler des histoires de contexte parce que... Et donc, évidemment, ensuite, on commence à réfléchir parce que qu'est-ce que ça veut dire alors... Ça veut dire, si nous on va pas en prison et nous on commet pas ces délits, disons crimes et délits, et que d'autres le font, pas parce que tout d'un coup ils se disent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Et si je faisais quelque chose qui est tuer quelqu'un et aller en prison ensuite, en fait, il y a un problème dans le kibboutz, si vous me permettez l'expression, en fait. Je veux dire, d'où on est à l'abri et pas eux de ce genre d'acte. Et donc ça pose la question pas de notre responsabilité, on n'est pas individuellement responsable de cette situation, vous voyez, mais quand même d'une forme de culpabilité, il me semble, à être si à l'abri du mal. Là, je ne dis pas qu'on est dans le bien, je dis qu'on est à l'abri du mal. Et donc, parce que nécessairement, ça veut dire oui, enfin, il y a quand même des liens dans tout ça. On les pousse dans le mal. Et donc, quelque part, ça doit bien arranger les choses. Et ça les arrange, par exemple, parce que ça, c'est aussi une de mes convictions, c'est que le procès, donc la condamnation, je pense qu'un des objectifs de ces procès, c'est pas uniquement de mettre à l'abri la société de ceux qui commettent, etc., pas uniquement de réparer, parce qu'on ne répare pas grand-chose, pas uniquement qu'il y ait une réponse, en fait, à un acte qui doit être interdit. Ça, je comprends. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas interdire, qu'il ne faut pas condamner. Hein. Mais c'est aussi, à mon avis, simplement pour que la société se dise qu'elle est dans le camp du bien, que la loi, c'est le bien. Et que, en continuant d'agir comme... disons que le petit mal, voilà, le mal ordinaire, le mal qui n'est pas interdit, la violence de tout ordre, la violence morale, la violence économique, finalement, elle est dans le camp du bien. Puisque le mal, c'est ça, c'est ce qui est jugé, c'est cette narration-là, c'est ce spectacle-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais si je réponds à ta question. Mais si, complètement. Et d'ailleurs, à un moment, tu dis aussi que finalement, son crime, c'est pas tant d'avoir tué la vieille que de croire ce jeune homme qui a 19 ans, qui a déjà une petite fille de 3 ans, qui vit chez son père avec sa petite copine. C'est d'avoir pu croire qu'il pouvait s'échapper, qu'il pouvait échapper à sa condition parce qu'il avait des rêves avec sa petite copine, de partir au bord de la mer, etc. Il pensait que peut-être il pouvait échapper à son sort. Et tu dis que finalement, c'est ça aussi son crime, c'est d'avoir cru qu'il pouvait perturber l'ordre. Alors, je crois qu'ils sont... Et tout le monde est mauvais dans l'histoire. Hein. Lui, je ne dis pas que c'est un saint, je ne dis pas qu'il est
J'espère ne pas le priver de sa liberté. C'est pas parce que je parle de conditions sociales que je dis qu'il n'y a pas de liberté. Donc il est coupable. Et justement, alors du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il aurait pu juste être un petit dealer ou pas un dealer. On voit qu'il y a un de ses frères qui travaille et qui a justement rejeté très violemment le monde de la cité, comme il dit. Donc il aurait pu, mais je sais pas, faire l'ENA ou devenir écrivain, il y a peu de chance en fait. Non, je pense que voilà, poussé par mille choses, on comprend dans le livre. Finalement, il a une sorte de sursaut. Alors là, c'est des trucs psychologiques, j'ai horreur de ça, mais c'est un peu comme ça que je me raconte l'histoire, en tout cas. Une sorte de sursaut. Son sursaut, c'est un sursaut de violence, en fait. Oui, je crois que c'est préférer plonger tant qu'à faire, quoi. Voilà. Préférer plonger tant qu'à faire. Oui, je pense que c'est très difficile de s'échapper. Oui, je pense que tu dis, je ne veux pas en faire un saint. Pour autant, il y a quand même une métaphore qui court, enfin qui est plus qu'une métaphore, qui court tout le long du livre. Tu en fais presque une figure christique. D'ailleurs, tu joues avec, enfin oui, tu dis oui, celui auquel vous pensez, etc. Donc parce que ce jeune homme est bâtard, tu dis oui, comme celui auquel vous pensez, donc au Christ. Et parce qu'il y a cette idée quand même que le mal qu'il accomplit, il l'accomplit pour expier les péchés des autres. Encore une fois, c'est ce que tu disais, c'est que ça nous arrange bien. Nous, et encore il faudrait qu'on puisse qualifier ce nous, qu'un autre commette le mal. Ça nous permet d'être, comme tu le disais, à l'abri du mal. Donc il y a quand même, et le fait que ton livre s'appelle Offense, pardonnez-nous nos offenses, etc., on est quand même dans cet imaginaire-là, chrétien, christique. Pourquoi tu as joué de ce rapprochement-là ? Parce que je suis convaincue qu'on est chacun, en quelque sorte, on est chacun l'humanité tout entière. Alors, ce que je sens dans cette phrase, c'est aussi que chaque acte de n'importe qui sur Terre nous concerne. Je dirais presque, qu'on est responsable ou qu'on est coupable parfois de la totalité des actes des hommes. Je sais pas ce que je veux dire, mais c'est un truc que je crois, il me paraît absolument évident et que c'est peut-être voilà. Enfin, et pardon, je réponds pas du tout. Tu vas y arriver. Non, et donc celui qui assume la faute, j'ai l'impression qu'il l'assume pour... c'est une autre manière de dire ce que je disais tout à l'heure, finalement. Il l'assume pour ceux qui ne commettent pas la faute ou le crime ou le péché. Et donc, qui nous sauve de ça. Voilà, celui qui chute pour empêcher les autres de tomber. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Et donc, il y a une dimension de sacrifice. Ça, c'est dans le premier mouvement, qui est celui le premier mouvement, il y a deux actes, en fait, dans cette histoire. Il y en a toujours deux dans ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il y a le moment du meurtre et il y a le moment du procès. Et donc, ça, là, je parlais du moment du meurtre pour cette question du mal. Et puis ensuite, il y a le moment du procès où, voilà, ça, c'est le sacrifice. Et ça a toujours existé. J'ai pas relu René Girard, mais il en avait très bien parlé.
Mais oui, ça existe toujours. Et en fait, ça paraît quelque chose d'extrêmement archaïque. Le procès, le sacrifice. Néanmoins, il me semble absolument évident que le système judiciaire permet de continuer à exercer ce sacrifice qui existe depuis les temps les plus reculés et dans des sociétés super modernes. Voilà. Bon, bah, c'est plus. Mais c'est la même chose. Et pardon, je fais même maintenant des ellipses dans mes phrases. Mais voilà. Oui, la théorie du bouc émissaire. Et, oui, et donc la figure, oui, exactement la théorie du bouc émissaire. Et c'est pareil, c'est-à-dire que de la même manière que qu'on est concerné, et qu'il y a un lien immédiat. Tout d'un coup, oui, j'ai l'impression que l'humanité se joue quand quelque chose d'aussi fort qu'un crime se commet. Et dans tout procès, c'est ce que je disais aussi au début, il me semble immédiatement quand tout à coup il y a un homme isolé qui va être jugé par le groupe. Parce que c'est une situation, je dirais, à la fois de cauchemar, qu'on a tous cauchemardé, et puis c'est surtout une situation qu'on a tous vécue. Évidemment, pas forcément dans le cadre vraiment du procès, ni de l'exécution, enfin, même symbolique, mais oui, il y a toujours un moment, la situation de l'injustice, la situation du procès, la situation d'être seul contre un groupe où on ne peut pas parler, on ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui est accusé ne peut pas se défendre. On le sait, on l'a vécu. Vous l'avez tous vécu. Ça nous est tous arrivé un tout petit peu. Mais quand c'est dans la réalité, c'est quelque chose d'absolument affreux. C'est pour ça qu'ils ont des avocats. C'est pour parler à leur place, ils ne peuvent pas parler. Ça vous coupe la parole. Et le simple fait d'être accusé crée en réalité une culpabilité dont on ne peut jamais se défaire. Bon, enfin, d'autres ont écrit, et mieux, etc. Mais oui, je crois qu'il y a aussi ce moment-là. Et le Christ, le Christ serait pas le Christ, la figure du Christ, s'il n'y avait pas eu, évidemment, voilà, s'il n'était pas crucifié à la fin. Mais comme c'est pas le seul, je veux dire, vous avez, enfin, voilà, enfin, pardon. Ce qui est fou dans la description du procès, c'est il est écrit que lui s'ennuie pendant le procès, comme s'il était absent déjà. Il est au cœur, il est au centre même de cette histoire. Il en est l'acteur principal. Pourtant, l'expert qui fait l'expertise psychologique dit de lui qu'il est un personnage insignifiant. Et là aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant. Quand on entend le mot personnage, on pense littérature. Et toi, de ce personnage insignifiant, tu fais un personnage principal de ton texte. Et il y a cette absence à lui-même dans le procès, alors même qu'il en est l'acteur principal. C'est quand même quelque chose de très troublant à lire. Oui, mais c'est pas que lui se sente exclu du procès, enfin, pas tant que lui se sente exclu de son propre procès, que finalement, me semble-t-il, les juges qui n'en ont absolument rien à foutre. Ils sont pas là pour... ils le regardent même pas, puisque c'est pas la question. Puisque eux, finalement, ne reconnaissent pas son humanité à lui, mais s'intéressent à raconter une histoire. Pour le coup, là, on est vraiment dans de la narration et dans de la fiction, mais c'est ce qui se passe. Et les juges se parlent à eux-mêmes et chacun va raconter une histoire qui... ça, c'est ce qui est d'extrêmement désagréable et me semble-t-il inutile dans la justice, parce que mais ce serait beaucoup plus difficile, mais ça me paraîtrait tout à fait envisageable que la justice se déroule. D'ailleurs, c'est le cas de temps en temps, j'imagine, avec humanité, c'est-à-dire, oui. Bah bien sûr, voilà, c'est comme ça en fait. Quand on est juge, et quand il y a une société, on organise des trucs, et puis il y a des choses qui sont interdites, et voilà. Et certains les commettent. Alors c'est pas complète, voilà, il y a des circonstances économiques, etc., sociales, mais bon, c'est comme ça. Donc le type est juge, et puis il faut bien le condamner. Mais on pourrait le condamner sans raconter cette fameuse histoire toujours du monstre, sans en faire trop. Mais ça n'arrive pas, en fait, parce que les juges en font souvent trop. Ils vont raconter que ce garçon
finalement, voilà, je sais pas, c'est le mal. Et qu'il a tué une vieille dame très gentille, et que, parce qu'il n'a pas de cœur, comme si ça existait, les gens qui n'avaient pas de cœur. C'est assez rare. Et donc, s'ils en font trop, en fait, s'ils vont au-delà de la vérité, parce que la vérité, elle est simple à dire, voilà, il a tué, et c'est interdit de tuer, et c'est comme ça, voilà, il faut le condamner. Voilà. Bon. S'ils en font trop, c'est en fait, ils parlent, ce que je pense, c'est qu'ils parlent plus d'eux-mêmes. Donc de la société. La société parle plus d'elle-même que... Et c'est pour ça que finalement, on s'aperçoit de ça très souvent dans les procès, c'est que en fait, on se fout de qui on juge. Et on se fout de la même manière, en réalité, des victimes. Donc la justice parle d'autre chose. Voilà. Est-ce que c'était pour remettre un peu d'humanité? Alors c'est un grand mot, une grande phrase, mais que tu as écrit justement ce texte. Est-ce que un livre, la littérature, peut venir remettre un peu d'humanité dans cette justice qui n'en a que dans la justice, non, ça, je sais rien, c'est pas la question. Enfin, je prends la justice, mais c'est pas, je vais pas proposer une réforme des institutions ou de la justice, mais oui, je pense que la littérature ne parle que de l'humanité, puisque je crois que c'est on n'écrirait pas, je pense que personne n'écrirait si on ne croyait pas précisément quelque chose qu'on a... Enfin, dans quelque chose qui est nous, c'est-à-dire la certitude que ce qu'on sait, mais vraiment profondément, je veux dire, que nos intuitions sont des vérités parce qu'elles sont partagées par les autres. Et ça, je ne sais pas pourquoi, il me semble qu'il n'y a que par la littérature qu'on y arrive, à ça. Et parce que ces intuitions, elles sont finalement elles sont fondées sur l'idée qu'on vit tous la même chose et qu'on peut se parler parce qu'il y a ce truc qui s'appelle la langue. Mais oui, je crois que c'est... je pense pas qu'il y ait de livre sans une foi profonde dans l'humanité. Et ça veut dire qu'on est aussi concernés les uns par les autres. Oui, et tu viens un peu briser cette frontière, en tout cas la rendre plus floue, cette frontière qu'on pense intangible entre le bien et le mal, parce que ce jeune homme, finalement, c'est peut-être le seul qui aimait bien la vieille. C'est écrit, les enfants de la vieille s'en contrefichent complètement. Lui, il vient la voir, il lui fait les courses, Voilà, et donc c'est beaucoup plus troublant, évidemment, que ce soit pas juste un monstre absolu, comme la justice voudrait le faire croire. Oui, mais je crois vraiment pas en un monde de victimes et de coupables. Je crois que c'est ça qui nous tient aussi. Enfin, on est tous les deux. Et on est tous coupables. Et c'est ce qui est... C'est quoi? C'est le péché originel qui fait qu'on est tous coupables? Ou pourquoi? Enfin, cette intuition, elle vient d'où? On est parce que bien n'existe pas. Enfin, ou alors n'existe qu'au regard du mal. Et non, mais d'ailleurs, ça paraît... Peut-être qu'on entend moins ces mots, et pourtant, je suis convaincue que chacun... c'est des questions qu'on se pose, mais je veux dire, tout le temps. Je pense que dans nos journées, je ne sais pas si c'est 10 fois ou 200 fois par jour, on se dit, est-ce que... D'ailleurs, quand on discute avec nos amis, on dit, voilà, on raconte ce qu'on fait. On essaye des narrations sur soi-même, on se le raconte dans nos têtes, on raconte aux copains, etc. Mais pour se dire, moi je fais ça, j'ai raison de faire ça, on n'arrête pas de ça. Donc on n'arrête pas d'essayer d'abord de se convaincre qu'on agit bien. C'est vrai, on n'arrête pas de faire ça en fait. Et d'essayer de convaincre les autres. Enfin, mais d'abord soi-même.
Alors, ça veut peut-être dire quelque chose de bien, qui est qu'on essaye d'être bon. Et d'ailleurs, la définition du bien n'arrête pas de changer. Donc, c'est des questions... je ne sais plus du tout d'où était le point de départ de tout ça, mais... Eh bien, moi non plus. Nous voilà bien, si j'ose dire. Non, mais c'était aussi sur la place de la littérature, c'était remettre de l'humanité voilà, par la littérature. Et il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup dans ton livre, c'est « Je fais, moi qui écris ce livre, par ce livre et les autres, l'éloge des grandeurs négatives, pardon, entre parenthèses, j'écris la vie des saints ». Est-ce que tu pourrais dire ce que tu entends par grandeur négative ? Alors en fait, pardon, mais c'est non, mais ça va pas être hyper. Mais c'est un texte de Kant. Je trouvais ça super beau en fait. Alors lui, il parle des valeurs négatives. Et c'était un truc assez technique en fait au départ. Mais oui, je pense que. Je préfère explorer le bien qu'il y a dans le mal que... Voilà. Et là, c'est le moment où je dis jeu, c'est mon jeu. C'est le seul moment où le jeu, c'est moi. Oui, mais c'est un moment très important. Et justement, par moment... Enfin, moi, il m'est arrivé de me demander qui était le jeu qui parlait. À un moment, il y a cette phrase aussi, parce que je pense que c'est autant un livre sur la justice que sur la littérature, Offense. Et il a écrit « Être l'individu qui crache à la figure du monde, qui dénonce ses mensonges, pleure ses promesses, qui hurle que le mal, c'est le monde même. » Et moi, j'ai l'impression que là, tu donnais une définition de l'écrivain, ou est-ce qu'en tout cas, ça pourrait être ce que toi, tu veux faire en tant qu'écrivain ? Je sais pas, c'est ce que cracher à la figure du monde et dénoncer les mensonges du monde. Je crois que c'est ce que fait beaucoup la littérature. Enfin, il y a une part de la littérature qui fait ça. Oui, je pense qu'on souffre, en fait. C'est une des causes de notre douleur. Le mal ou l'incapacité d'échapper au mal. Celui qu'on fait, mais celui qu'on reçoit, celui qu'on voit... ou appeler ça la bêtise, si vous voulez. Il a 1000 visages, le mal. Il est petit, il n'est pas grand-chose, il est grand. Il est là. Et je crois que c'est une des grandes douleurs du monde. Et on n'y échappe pas. Et donc je pense que la littérature est là pour dire le mal, mais c'est pas pour dire, oh là là, le mal est mal et les méchants sont méchants. C'est dire que c'est que l'existence est faite de cette souffrance-là, de vivre aussi dans cette chose-là, dont on ne peut pas échapper. Et dans Dostoïevski, que j'aime bien, et dans Les Frères Karamazov, il y a un grand passage qui est le moment où le moine qui est le mentor d'Alyosha Karamazov, un des frères, meurt, et là, je ne sais plus quelle expression, mais j'aurais la connaître par cœur, mais il dit qu'on est tous coupables pour tous les hommes. Et c'est le moine qui dit ça, donc c'est vraiment un type qui l'est peut-être moins que les autres. Et donc oui, je crois que ça c'est une des... Mais c'est le nous et l'humanité, je crois, part aussi de ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'on partage cette misère, en fait, qu'on est nous tous. Et il y a quelque chose d'assez beau dans ce nous tous. Ça veut dire qu'on peut se parler. C'est parce qu'on partage cette douleur, cette médiocrité, cette incapacité cette impureté, je sais pas, qu'on peut s'aimer, en fait, pour employer un mot de cet ordre. Et donc, c'est aussi ça qui nous rend... C'est aussi la grandeur de l'homme, c'est aussi sa misère. Et c'est ça oui, c'est ça qui fait qu'on se parle et qu'on s'aime, peut-être, parfois. Et je disais cette phrase que j'ai citée, être l'individu qui crache à la figure du monde, qui dénonce ses mensonges. Dans le texte,
Est-ce que tu avais aussi ce sentiment que ça peut créer une confusion de savoir qui dit cette phrase? Est-ce que ça peut être aussi le criminel, finalement? Ça peut être le jeune homme aussi qui est cette figure qui crache. Bah oui, c'est le jeu, c'est-à-dire que c'est parce qu'il me semble qu'écrire, c'est prendre à sa charge. Oui, il y a une forme, disons, de. Sinon, il ne faut pas y aller. Enfin, à mon sens. Pardon, je ne finis pas mes phrases. Je veux dire, il y a une forme de. C'est une forme d'autorité. Et donc, quand j'écris, je ne vais pas dire. Il me semble. Plus, c'est des sujets importants. Et je ne veux pas dire. Oh, moi, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre. Je vous dis ça, mais moi, c'est juste moi, Constance Debré. Excusez-moi, je ne sais pas trop. Non, je le dis parce que, en fait, c'est des choses dont je suis certaine. Et donc, je le dis à la première personne parce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, oui, la totalité de l'expérience humaine, je l'éprouve. Je déteste cette mode de il faut parler que de sa place. Et pas... Non, non, moi, je parle à la place de tout le monde, en fait. Parce qu'on est tous tout le monde. Voilà, j'en suis convaincue. Et ça me paraît essentiel. Et la littérature, c'est ça. Et donc le jeu... oui, bah, je suis lui, mais lui, c'est moi, en fait. Et ce que je pense, ce que je pense à ce moment-là, c'est ce que je pense moi, mais c'est une vérité. Voilà. Je disais, c'est aussi un livre sur la littérature. Il y a un petit passage qui a retenu mon attention, mais c'est vraiment une toute petite phrase. C'est justement dans ces pages sur les cercles, les différents mondes, et puis le monde du dessus, le monde du dessous. Et il y a un moment, il y a « où que vous soyez, si vous me lisez, vous êtes au-dessus », qui sous-entendrait qu'à partir du moment où on est lecteur, où on lit, et que la littérature, elle appartient forcément au cercle du dessus. Est-ce que ça, c'est une vérité, pour reprendre tes termes, dont tu es convaincu, ou est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est une illusion de penser que la littérature peut vraiment s'adresser à tout le monde, ou est-ce que pour toi c'est une illusion de penser ça, qu'elle est forcément réservée, c'est un truc de pour la bourgeoisie, de l'élite, et qui ne touchera jamais, qui n'arrivera jamais au cercle du dessous? Parce que c'est ce qu'on a l'impression de comprendre quand on lit cette phrase. Oui, je crois que c'est un peu une illusion de penser. Je pense que la littérature parle de tout, qu'elle parle. Je pense que les plus grands livres parlent de ça, parlent des vaincus, disons. Et parlent de enfin, je sais pas, de Victor Hugo à Conrad. Les plus grands livres parlent de ça, vraiment. Parlent au nom des vaincus à un moment. Mais bah oui, c'est quand même un truc de bourgeois. Alors, c'est quoi la bourgeoisie? Si c'est 80%, ce serait super de la société. Si c'est 2%, ça commence à être un peu emmerdant. Voilà. Mais et bien sûr, enfin, oui, je crois que ça reste une illusion. Oui, bien sûr, de croire que tout le monde va dire Les Misérables, quoi. Et pour autant, c'est pas un problème de langue, parce que justement, on a entendu, tu utilises une langue très asséchée, une langue très simple. Et je sais pas, mais moi j'ai pensé aussi à Annie Ernaux, ce qu'elle dit avec son style, le fameux style pas blanc, mais en tout cas l'écriture plate. Elle, c'est vraiment un projet politique derrière ça. C'est pour que son père, sa mère puissent comprendre ce qu'elle écrivait. Je savais que ça te ferait réagir, mais c'est pour ça que je te le dis. Mais dans cette conception de la littérature, cette conception sociologique presque de la littérature, je voulais t'entendre aussi là-dessus, parce que si tu le veux bien. On n'est pas obligé de parler d'Annie Ernaux. Non, je sais pas, c'est difficile. Je pense que la littérature ne doit pas être une spécialité. Comme être avocat pénaliste, c'est pas une spécialité. C'est parler de... Voilà, c'est essayer de parler de vérité de l'existence, essayer de les faire passer aux autres. Voilà. Avec cette chose qui est le langage.
Et après, c'est effectivement, alors, pour ce qui est de la question de la forme et de la langue, si j'écris comme j'écris, c'est pas dans un but politique. C'est parce que j'essaye d'écrire les choses telles qu'elles sont et que après c'est des questions de goût. J'aime la simplicité de la langue. Voilà, j'aime la simplicité de la langue. Mais finalement, j'en ai parlé plusieurs fois. Alors quand on finit par trop parler des choses, ça devient moins vrai. Donc on arrête. Mais pourtant, je vais revenir à cette chose qui est que j'aime le style de la loi française, des codes civils, mais qui vient sans doute du français du XVIIe, etc. Comme ça, ce français très simple. Mais et puis finalement, ce style de la loi, c'était aussi pour que la loi soit comprise par tous. Et par ailleurs, je déteste les entre-soi et j'aime les choses simples. Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut pas être affecté. Normalement, quand on n'est pas affecté, quand on est simple, quand on dit les choses telles qu'elles sont comprises par tous. Je pense qu'on est... Enfin, j'en sais rien. Tout le monde est tout... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je peux pas... Non, mais je peux pas prétendre écrire pour... J'écris pour qui veut bien me lire, c'est tout. Je sais pas. Mais c'est une excellente réponse. Et est-ce que et je pense qu'on va bientôt terminer l'entretien parce ça fait presque 1 heure que l'on parle. Je trouve que de plus en plus, tes livres tendent vers l'essai, tout en restant de la littérature, mais tendent vers l'essai peut-être parce qu'il il brasse des grands concepts, même s'il les partage de façon très littéraire. Est-ce que tu aurais envie d'écrire un essai, justement ? Je sais pas, j'y pensais ce matin, mais en me disant que je n'y arriverai jamais. Non, je sais pas. Par moment, par moment, j'aime l'écriture dans la plus... justement, le fait qu'il y ait des discours dans les livres c'est quelque chose que je peux ne pas aimer. Par exemple, dans Playboy, c'était totalement à dessein que je voulais qu'il y ait le moins de discours possible. Je voulais justement quelque chose de totalement matériel, comme ça, qui avançait. Et puis, progressivement, j'ai mis des discours dans mes livres. Mais oui, je pense que là, j'ai lu l'année dernière et j'ai relu ces derniers jours un peu de Peggy, qui est magnifique, que je n'avais pas lu jusqu'à maintenant. Et lui donne tout à fait envie d'écrire des discours, d'écrire sur les idées, parce que c'est de la littérature pure. Je veux dire, est-ce que j'écrirai des essais ? Non, si c'est pas sous forme de littérature. Il faut que ce soit cette forme de, à mon avis, tel que ça pourrait être mon désir. C'est d'essayer d'attraper des choses par, des choses instinctives, mais certaines par la langue. C'est pas une réponse, encore une fois. Si, c'est une réponse. Mais je sais pas si... Enfin, en tout cas... Oui, en tout cas, j'aime bien la question des idées dans les livres, en fait. Sans faire des romans à thèse. Non, pas vraiment. Dieu nous en préserve. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Non ? Bon, merci beaucoup. Merci. Et donc, il y a une signature à l'issue de cette rencontre. Merci. Merci.